Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors, je suis très heureux d'être en compagnie aujourd'hui de Guy Wagner. Pour ceux qui ne connaissent pas Guy, Guy est le président, directeur administrateur de la BLI, Banque de Luxembourg Investment, une des sociétés de gestion qui est commercialisée par Crédit Mutuel Investment Managers. Alors ce webinaire comportera deux parties. Dans un premier temps, nous allons faire un point sur le contexte macroéconomique et puis nous rentrerons dans le process de gestion de BL Global Flexible. Alors pour rappeler un peu ce que fait Guy Wagner, c'est une véritable légende de la finance. Il met à profit son talent de gérant à travers le fonds BL Global Flexible qui est une vraie référence sur la place et depuis de très nombreuses années. Donc voilà. Je laisse la place à Guy Wagner. Guy, c'est à vous. Merci Valentin. Donc effectivement, je voulais commencer par d'abord un bref résumé de la situation économique et ensuite donc enchaîner sur comment ça se traduit dans la gestion du fonds flexible. Donc l'environnement macroéconomique, je dirais, il faut un peu séparer le côté cyclique et le côté structurel. Le côté cyclique, bien sûr, a beaucoup à faire avec ce qu'on a vécu cette année avec le virus. Et vous voyez là une estimation qui est pour le produit intérieur brut américain. Et vous voyez simplement en fait les dégâts à la rigueur que le virus a provoqué. Donc le bleu, c'est le produit intérieur brut avec la forte chute au premier semestre de cette année-ci. Le rouge, c'est en fait les prévisions à l'heure actuelle de comment l'économie devrait maintenant se comporter dans les mois et trimestres à venir. Tout ça pour montrer qu'en fait, il faudrait environ 10 trimestres sur base de ces estimations pour retrouver le niveau qu'on avait prévu en début d'année. Donc, 10 trimestres, c'est 2 ans et demi. Donc, les dégâts sont quand même relativement importants. Le deuxième élément peut-être à noter cette année-ci, c'est que bien sûr la chute a été sans précédent, la chute de l'activité économique a été sans précédent au deuxième trimestre. Ensuite, on a quand même depuis lors une reprise qui a été relativement forte, un rebond qui a été relativement fort. Et ce qu'il faut bien noter, bien sûr, que ce rebond est dans une large mesure basée sur toutes ces mesures de stimulation et de soutien qui ont été mises en place. Donc ici, vous avez une petite illustration de ça sans maintenant entrer dans les détails. C'est à chaque fois un pourcentage du produit intérieur brut, l'ampleur des mesures qui ont été mises en place par les différents pays pour faire face justement à les problématiques du Covid. Donc, effectivement, ces mesures, bien sûr, sont extrêmement importantes et de ce point de vue, il n'est pas tellement étonnant de voir que l'économie a effectivement connu un rebond assez substantiel. Et si on revient juste aux États-Unis, j'utilise souvent des graphiques basés sur les États-Unis parce qu'on dispose de plus de données, mais ça vaut un peu aussi pour d'autres pays. Mais si vous regardez par exemple aux États-Unis, vous voyez que, et on a vu ces derniers temps, que le revenu disponible des ménages a augmenté, ce qui peut paraître bizarre si en même temps le chômage augmente. Mais en fait, il a augmenté parce que justement les ménages, on leur a envoyé un chèque pour compenser justement le fait qu'ils n'ont plus de travail. Et souvent, ce chèque était même supérieur, le montant sur ce chèque était supérieur à ce qu'ils gagnaient. Et donc, effectivement, de ce point de vue, effectivement, ces chèques ont bien sûr pu compenser le manque à gagner. Mais de l'autre côté, ça entraîne aussi une situation où, et ça c'est ce que ce graphique montre, où aujourd'hui, parce qu'un quart du revenu disponible des ménages américains vient du gouvernement. Donc, effectivement, alors que par le passé, bien sûr, il y a 30 ans, c'était autour de 4-5%. Maintenant, on est à presque 25%. Donc, c'est énorme. Et donc, il faut vraiment en tenir compte si on parle vraiment d'une croissance structurelle, organique ou d'une croissance un peu plus artificielle qu'on a à l'heure actuelle. Le problème avec ça, c'est que maintenant, ces mesures de soutien commencent maintenant à diminuer. Et là, à nouveau, en reprenant simplement le portefeuille du consommateur américain, là où en avril, on parlait environ d'un salaire annuel de 57 000 et quelques,
maintenant avec les transferts du gouvernement qui commencent à baisser, et malgré le fait que les salaires, ici on parle bien sûr de moyenne, ont monté un peu, le fait est que le consommateur américain a maintenant moins dans son portefeuille qu'en avril. Et donc, effectivement, tout ça pour dire que, et c'est pour ça qu'on en parle tellement souvent, que si on ne met pas de nouvelles mesures de stimulation, de soutien en place, a priori, l'économie devrait ressouffrir, surtout si, ça dépend bien sûr aussi un peu des nouvelles sur le vaccin. Et ça, c'est simplement cette idée ici, c'est simplement de dire, on a eu ce rebond, il est dans une large mesure dû aux mesures de soutien, mais il ne faudrait pas confondre ce rebond avec la reprise d'une véritable croissance organique du secteur privé. Et donc ça m'amène un peu plus au côté structurel. Donc le structurel, et vous voyez là un peu à nouveau pour les États-Unis, c'est que depuis la crise financière d'il y a 10 ans, on voit que la croissance a structurellement diminué. Donc là où bon an, mal an, la croissance américaine s'établissait autour de 3 à 3,5% par an, là maintenant, depuis 10 ans, cette croissance a baissé. Aujourd'hui, elle s'établit autour de 1,4%. Donc une croissance qui est devenue structurellement plus faible. Donc ça, c'était les États-Unis. Si vous regardez les autres pays du G7, donc hors États-Unis, vous observez la même chose. Donc vous voyez ce déclin structurel de la croissance économique. Et tout ça n'est pas un hasard. D'après nous, il y a des éléments tout à fait solides et des structurels qui expliquent cela. Et certaines de ces tendances étaient là déjà avant le Covid et le Covid les a renforcées. D'autres peut-être sont dues un peu plus à ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc parmi ces causes, donc il y a tout d'abord celle-ci, le problème de la dette. Donc on a un endettement qui est historiquement élevé. Ici, c'est uniquement la dette publique en pourcentage du PIB, mais on pourrait encore ajouter la dette privée. Et donc on a un endettement aujourd'hui qui est sans précédent. Et il y a beaucoup d'études empiriques qui montrent qu'il y a un lien relativement étroit entre dette élevée et croissance faible. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ce qu'on voit finalement depuis quelque part 10 ans dans la réalité. Deuxième cause, donc c'est ce dysfonctionnement de la zone euro. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20 ans, lorsqu'on a introduit la monnaie unique, beaucoup d'économistes disaient déjà que la zone euro ne remplit pas les conditions d'une zone monétaire, parce que ces conditions, vous les avez là, il y en a 4, une grande mobilité des capitaux et de la main-d'œuvre, une flexibilité des prix et des salaires, pour des cycles économiques relativement similaires entre les pays ou les régions qui font partie de cette zone, et il faut une union fiscale. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on pourrait dire c'est aussi une union monétaire, mais là, ça peut fonctionner. Dans la zone euro, ça ne fonctionne pas vraiment, puisque pratiquement aucune de ces contraintes n'est remplie. Et ça a donné finalement ceci depuis 20 ans, c'est que si vous regardez un indicateur parmi d'autres, mais si vous regardez la production industrielle pour les 3 grands pays de la zone euro, bas 100 il y a 20 ans, vous voyez en rouge l'Allemagne, en vert l'Italie et la France entre les deux. Donc on voit pour certains pays, notamment l'Italie, mais aussi la France, de ce point de vue, il n'y a eu aucune augmentation de la production industrielle, contrairement à l'Allemagne. Et tout ça, simplement pour dire que à cause de ce dysfonctionnement, la zone euro, depuis qu'elle existe, n'a jamais pu jouer le rôle d'une locomotive pour l'économie mondiale. C'est plutôt le contraire. À chaque fois, pratiquement, la croissance est plus faible dans la zone euro qu'autre part. Le troisième point, bien sûr, et là c'est plus difficile à montrer des graphiques, mais j'ai pris une caricature, c'est les tensions géopolitiques. C'est clair que ces tensions ont augmenté à nouveau et de ce point de vue, effectivement, ce n'est généralement des périodes où les tensions géopolitiques augmentent. Généralement, c'est au détriment de la croissance économique mondiale. Et lié à ça, c'est le point 4, c'est ce ralentissement du commerce mondial, un peu cette tendance anti-mondialisation. Et on voit déjà, et à nouveau, c'était une tendance bien établie avant le Covid, et le Covid l'a renforcée puisqu'on parle à nouveau de nationaliser les chaînes d'approvisionnement, etc. Et à nouveau, c'est pas une tendance qui est favorable à la croissance. Le cinquième point, il est un peu plus délicat, c'est qu'il y a, à l'époque, il y avait le fameux économiste américain Schumpeter qui parlait toujours de la destruction créative. L'idée était simplement que pour avoir une bonne dynamique économique, il y a des sociétés qui doivent disparaître pour laisser d'autres sociétés beaucoup plus dynamiques prospérer. Or, depuis 20 ans et surtout ces dernières années, on voit que beaucoup de ces sociétés qu'on appelle souvent des entreprises zombies, parce qu'a priori, elles devraient disparaître, souvent le coût de leur
ici je l'ai défini comme ça, le coût du service de leur dette est supérieur à leurs bénéfices. A priori, ces sociétés-là ne devraient pas survivre dans une véritable économie de marché, mais on leur permet de survivre avec, bien sûr, notamment ces politiques monétaires très expansives et avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et donc, effectivement, le fait que ces sociétés survivent, ben, ça se fait un peu au détriment des sociétés beaucoup plus dynamiques. Donc ça, c'est simplement cette idée-là qui est un peu plus difficile à illustrer, mais c'est cette idée que les autorités aussi qui essaient coûte que coûte d'éviter toute récession, tout déclin économique, mais en prenant des mesures pour l'éviter, elles limitent en même temps en fait le potentiel de croissance. Le sixième élément est un élément important. En fait, dans la plupart des pays industrialisés, ben, le modèle de croissance, il est basé sur la consommation. Donc, c'est cette idée de consommer toujours plus. La consommation privée aux États-Unis, c'est presque 70% du produit intérieur brut. Et donc, effectivement, ce qu'on observe là, c'est que, et bien sûr, ça, c'est une tendance qui a été fortement renforcée ou accélérée par le virus, c'est qu'on observe une augmentation du taux d'épargne. Ici, j'ai pris l'Allemagne, et ça vaut aussi pour d'autres pays. Et bien sûr, qui dit épargner plus, dit généralement consommer moins. Et donc, effectivement, pour des économies qui sont très dépendantes de la consommation, a priori, c'est un frein. Et finalement, le dernier point, il y en a peut-être d'autres, mais je me limite à ces 7 points. Donc, c'est cette inégalité sociale, donc l'augmentation des inégalités sociales. Ça a été souvent illustré que, en fait, les 10 dernières années ont notamment été très bénéfiques aux gens fortunés parce qu'effectivement, avec les taux d'intérêt très faibles, il y a eu une forte augmentation des prix des actifs financiers ou immobiliers. Qui détient ces actifs? Bien, c'est les gens plutôt fortunés. Tout ça, c'est indépendamment maintenant de l'impact social, d'un point de vue économique, il se trouve que c'est la catégorie de la population qui, lorsqu'elle gagne plus, ne dépense pas nécessairement plus. Donc, c'est généralement comme les gens sont relativement fortunés, lorsque leur fortune augmente, ça ne veut pas dire que leur consommation augmente, contrairement à d'autres groupes où effectivement, dès que ces groupes augmentent, dès que gagnent plus, ils dépendent. C'est ce qu'on voit un peu ici, c'est en fait le taux d'épargne par catégorie de revenus, et effectivement, les riches généralement épargnent et les moins riches dépensent. Et à nouveau, pour des économies qui sont fortement basées sur la consommation, c'est un impact non négligeable. Donc tout ça, désolé, c'est un peu, ça semble un peu pessimiste, mais c'est simplement la réalité, c'est des tendances qui existent et qui font en fait qu'on pourrait dire même que le système est quelque part un peu cassé. Parce que si vous regardez à gauche, vous pouvez commencer où vous voulez, mais il y a cette interaction entre un endettement élevé, des taux faibles, des peu d'investissements productifs, un système bancaire fragile, une croissance économique faible et on repart. Et à droite, vous avez les effets secondaires de tout ça, c'est-à-dire qu'à cause des taux d'intérêt très faibles, il y a une inflation du prix des actifs financiers et immobiliers, mais à cause d'une croissance économique faible, il y a une faible croissance des salaires. Donc, il y a cette augmentation des inégalités sociales, le populisme, etc. Donc ça, c'est un peu aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression de voir au niveau économique. Le deuxième grand point, lorsqu'on parle de la situation économique, là, je me suis concentré sur le volet croissance, ici c'est plutôt le volet inflation. Et donc, effectivement, là, la grande question, maintenant, je dirais pour les années à venir, c'est un peu quel régime des prix pour les années à venir. Depuis 40 ans, pratiquement, on est dans un régime de faible inflation. Au début, fin des années 70, avec les chocs pétroliers, l'inflation était très élevée. Et ensuite, depuis en gros 82, l'inflation baisse. Et depuis quelques années ou même quelques décennies, l'inflation s'est installée à un niveau très faible. Est-ce qu'on restera dans ce genre de régime ou est-ce que il faut à nouveau s'attendre à ce que progressivement, et c'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, est-ce que progressivement on va à nouveau passer dans un régime d'inflation plus élevé? Aujourd'hui, et c'est peut-être un peu désolant de le dire comme ça, mais il n'y a pas de réponse très claire. Je dirais ceux qui parlent d'inflation utilisent ce graphique que je montre là, c'est en fait la croissance de la masse monétaire, c'est le bleu, la variation annuelle. Et en fait, notamment bien sûr à cause de la problématique de cette année-ci, la croissance monétaire a explosé. Et généralement, il y a quand même un lien entre la croissance monétaire et l'inflation. Donc ça, c'est plutôt l'élément inflationniste, donc c'était une croissance monétaire sans précédent. L'élément, je dirais, moins inflationniste ou de temps en temps même déflationniste, c'est que c'est la révolution technologique, c'est la digitalisation, c'est la robotisation. Et donc, effectivement, il y a un peu cette interaction entre les deux.
Je dirais ce qu'il faut surtout noter, parce que en fait cet argument qu'il y a une croissance ou je suis passé là-dessus, mais ça c'est l'explosion du bilan de la Réserve fédérale et on voit déjà après la crise financière, donc en 2008-2009, le bilan avait fortement augmenté et à l'époque déjà on disait mais ça doit amener de l'inflation et finalement l'inflation n'est jamais venue ou en tout cas elle n'est pas venue dans l'économie réelle. On peut dire il y a une certaine inflation dans l'immobilier ou les marchés financiers, mais dans l'économie réelle elle n'est jamais arrivée. Pourquoi finalement n'est-elle jamais arrivée? C'est un peu technique, c'est ça. C'est la vitesse de circulation de la monnaie qui n'a fait que baisser. Donc, le nombre de fois que finalement la monnaie tourne dans l'économie réelle. Il y a cette équation de Fisher qui à l'époque disait P fois T, donc P c'est les prix, T c'est les transactions, donc P fois T c'est la croissance nominale, égale de l'autre côté M fois V, M c'est la masse monétaire et V c'est le nombre de fois que cette masse monétaire tourne. Et, et donc, pendant longtemps, on pensait que cette vitesse de circulation de la monnaie était relativement stable. Donc, dès que sur MV, M montait fortement, M fois V montait, et donc de l'autre côté, P fois T devait aussi monter. Et comme généralement les transactions ne peuvent pas augmenter aussi rapidement, les prix montaient. Et ce qu'on a observé depuis la crise financière, c'est justement que cette vitesse de circulation n'a fait que baisser. Donc, en fait, M a augmenté, mais V a baissé et M fois V n'a pas monté. Et donc, ça, c'est la grande question. Donc, en gros, dit différemment, en 2008-2009, c'est vrai qu'a priori, les banques centrales ont créé de la monnaie, mais elle est restée sur le bilan des banques centrales, voire des banques commerciales. Elle n'est jamais allée dans l'économie. Et la grande question maintenant, c'est de dire, est-ce que ça va changer? Est-ce que cette fois-ci, cet argent qu'on crée va arriver dans l'économie réelle? Et alors, effectivement, progressivement, ça créerait de l'inflation. Et encore une fois, c'est trop tôt pour le dire, mais au moins ce genre de graphique et ce genre d'indicateur permet en fait de voir dans quelle direction les choses vont aller. Donc tout ça pour résumer alors un peu tout ce volet économique. Donc bon, cette année-ci, on le sait tous, il y avait cette forte chute de l'activité économique au deuxième trimestre, une forte reprise au troisième trimestre, due à l'importance des mesures de soutien mises en place. Pour l'instant, une transition vers une forte croissance organique du secteur privé, donc sans aide des autorités, au moins, ça me semble très douteux. Il faut voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup de ces problèmes structurels qui ont été accélérés par le virus. Et effectivement, comme tout à l'heure, quand je parlais du taux d'épargne, est-ce que ça c'est une tendance, le fait que le taux d'épargne augmente, est-ce que c'est durable ou est-ce que dès qu'il y aura un vaccin, etc., ça va à nouveau se retourner? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est des choses qu'il faudra quand même observer de près. Maintenant, peut-être juste, j'ai pas mis des graphiques là-dessus. Bien sûr, le côté aussi un peu plus positif sur l'économie pour l'année prochaine. Bien sûr, il y a les vaccins et il y a de plus en plus cette idée que, contrairement à finalement ce qui s'est passé après la crise monétaire et la crise financière d'il y a 10 ans, où les politiques monétaires étaient très expansives, mais où on observait une assez grande rigueur budgétaire. Contrairement à ça, cette fois-ci, la rigueur budgétaire va disparaître. Au contraire, les États vont essayer de dépenser davantage, financés par des banques centrales. Et bien sûr, à ce moment-là, bien sûr, elles peuvent créer de la croissance. À nouveau, c'est pas une croissance organique alors du secteur privé, mais ça créerait de la croissance. Est-ce qu'on va dans cette direction? À nouveau, c'est relativement tôt pour le dire. Il faut aussi, bien sûr, là, des accords politiques, ne serait-ce qu'aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, pour pouvoir dépenser à grande échelle. Donc, à nouveau, mais ça, c'est un élément qui est souvent noté par ceux qui sont peut-être très optimistes pour l'année prochaine, c'est qu'un vaccin plus dépenses budgétaires en forte augmentation égalerait une croissance beaucoup plus forte. Et à nouveau, il ne faut jamais oublier qu'il y a cette présence des freins structurels. Au niveau de l'inflation, donc finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que le régime des prix sera déterminé par l'économie réelle, marquée par digitalisation, etc. Alors ce sera plutôt toujours une inflation faible ou par l'économie, appelons ça politique, donc finalement des dépenses budgétaires financées par la croissance monétaire. Alors on aura tôt ou tard un problème d'inflation. De toute façon, noter en économie politique de plus en plus cette disparition de la frontière entre politique monétaire et politique budgétaire, ou dit différemment de l'indépendance des banques centrales. L'économie réelle, il faut voir effectivement quelle est la situation au niveau offre-demande après le Covid. Est-ce que l'offre a souffert plus que la demande? Est-ce que la demande a souffert plus que l'offre? Donc, c'est des questions auxquelles on pourra uniquement répondre une fois que l'économie à nouveau tournera.
Et bon, les deux autres éléments, je l'ai dit, je pense de toute façon, quand je parle d'inflation, je parle pas d'inflation maintenant pour le premier semestre de 2021, je parle plus d'un régime des prix pour les, disons, structurels pour les 5 années à venir. Donc ça, c'est un peu le volet économique, mais et tout ça finalement, et pour faire le lien vers le fonds et pour les liens pour un gestionnaire, bah, tout ça entraîne déjà ceci, c'est-à-dire si vous avez les taux directeurs des différentes banques centrales, rouge c'est les États-Unis et bleu c'est les banques centrales de tous les autres pays développés hors États-Unis, et donc vous voyez que bon, les États-Unis qui avaient commencé à normaliser entre guillemets leur politique monétaire fin 2015, mais qui ont vite abandonné après la chute des marchés en 2018 et qui sont revenus pratiquement à des taux zéro, et les autres pays aussi où les taux tournent autour de zéro. Et s'il y a une conclusion de cette année-ci, c'est que les banques centrales ont déjà clairement indiqué qu'elles n'ont aucune intention de monter leurs taux dans un avenir proche. Récemment, dans un discours, le président de la Réserve fédérale disait que la Réserve fédérale n'allait pas monter ses taux avant 2023 ou plus tôt. Le marché pense plutôt 2025. Donc tout ça, bien sûr, est extrêmement important pour un gestionnaire parce que ça signifiera que, si on parle bien sûr des taux courts, mais que les taux d'intérêt resteront très bas. Et même si les taux longs, théoriquement, ne sont pas directement fixés par les banques centrales, mais plutôt par le marché, dans la pratique, bien sûr, les banques centrales peuvent les manipuler. Le Japon, la Banque du Japon, depuis quelques années, a ancré le taux à 10 ans à zéro. La Réserve fédérale a plusieurs fois déjà indiqué qu'elle pourrait prendre la Banque du Japon comme modèle. Donc clairement, on est dans une situation où a priori les taux ne vont pas remonter. Il y aura de temps en temps peut-être des petites tensions, mais clairement, avec surtout bien sûr aussi le niveau de la dette, on ne peut pas se permettre une montée des taux parce qu'à ce moment-là, le coût de la dette déjà accaparerait une grande partie des recettes fiscales. Donc la dette énorme n'est pas un problème tant qu'elle ne coûte rien. Et si vraiment elle commençait à un moment donné à coûter, on aurait un problème. Donc, on va éviter qu'à un moment donné, elle commence à coûter. Et donc, bien sûr, pour un gestionnaire, c'est extrêmement important puisqu'effectivement, ça influence finalement tout ce qu'on fait. Donc, pour alors arriver au fonds, donc la thèse d'investissement du fonds, en fait, c'est un fonds mixte, c'est un fonds flexible, donc il n'est pas mixte, neutre ou agressif ou défensif, il est mixte, flexible. Et l'idée, en fait, à l'époque, lorsqu'on parlait d'un fonds mixte, disait souvent, bon, c'est un fonds 60-40, 50-50, les pourcentages étant les pourcentages actions et les pourcentages obligations. Une fois que les obligations payaient des intérêts quelque part entre 3 et 5%, donc la partie obligataire, c'était ça. La partie action, c'était pour avoir un surplus de rendement, mais elle était aussi un peu plus volatile. Mais aujourd'hui, dans les conditions de marché actuelles, le gestionnaire en tant que gestionnaire d'un fonds mixte, on ne peut plus agir comme ça. Donc, aujourd'hui, la façon dont je présente souvent le fonds, c'est de dire que finalement, c'est un mélange entre actions et actifs qui sont censés protéger le fonds dans des périodes plus difficiles pour les actions. Donc, si on veut dire les actions pour des périodes risk-on, où les gens sont prêts à prendre des risques, les actifs de protection, appelons ça comme ça, contre les risques actions, dans des périodes de risk-off. Et donc ça, c'est par exemple les emprunts d'État, c'est l'or, c'est certaines devises comme le franc suisse ou les yens qui ont tendance à s'apprécier lorsque les marchés boursiers baissent. Et de temps en temps, on peut aussi directement couvrir les actions via les dérivés. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc clairement, les actions doivent être le moteur de rendement, de performance, parce que les taux d'intérêt sont inexistants. Mais de l'autre côté, de temps en temps, et ça c'est quelque chose qui nous caractérise d'une manière générale, c'est toujours cette idée que dans des périodes difficiles, il ne faut pas perdre trop parce qu'il y a cette asymétrie entre risque et rendement. Lorsqu'on perd 50%, il faut déjà regagner 100% pour retrouver son niveau de départ. Donc si dans une période difficile, on peut perdre beaucoup moins, on sera d'autant plus rapidement à nouveau gagnant. La deuxième chose peut-être à noter, donc fonds mixte, mais aussi fonds flexible. Donc la flexibilité n'a rien à voir avec du market timing. Donc nous on se considère pas très très bon dans le market timing. Si vous me demandez ce que les marchés vont faire dans les 3 mois à venir, j'ai aucune idée. Donc de ce point de vue, on ne peut pas. L'allocation d'actifs n'est pas basée sur ça. C'est plutôt effectivement sur les fondamentaux des différentes classes d'actifs et surtout aussi sur les opportunités individuel d'investissement qu'on trouve à l'intérieur de chaque classe d'actifs. C'est plutôt là-dessus, sur la valorisation, plutôt que c'est dans des considérations à court terme.
Et justement, pour les opportunités d'investissement, donc j'ai aussi la chance d'avoir toute une équipe de gestion avec moi. Donc, en tant que BLI, on gère tout un tas de fonds actions. Donc, on gère 3 fonds actions européennes, 2 américaines, un japonais, un pays émergent, un Asie hors Japon, 2 actions mondiales. Donc, bien sûr, tous ces gestionnaires-là, quelque part, je peux me reposer sur eux pour faire le choix des valeurs que j'achète dans le flexible. Et idem au niveau obligations. Et là, vous voyez aussi que entre-temps aussi, on a 2 stratégistes ISR. Donc, le côté ISR ont aussi, bien sûr, plus d'importance, de plus en plus d'importance dans le cadre de tous nos fonds et aussi du flexible. Donc, comment concrètement ça se passe? Donc, l'allocation d'actifs, donc mon univers d'investissement, c'est les actions. Et comme je l'ai dit, c'est de là qu'a priori doit venir le rendement. Il y a les obligations qui sont là plus pour protéger le portefeuille. Il y a les liquidités qui sont une sorte de tampon et de réserve pour le cas échéant pouvoir être utilisées. Et il y a les métaux précieux. Donc, en gros, il y a quatre classes d'actifs. En théorie, ces classes, les obligations pourraient être entre 0 et 100, mais en pratique, voilà en fait plutôt ce à quoi il faut s'attendre, et je vais l'expliquer encore un peu plus en détail maintenant, mais en gros, il y a clairement pour l'instant un biais action, donc grosso modo, les actions, c'est plutôt entre 40 et 90 plutôt qu'entre 25 et 100. Les obligations et l'or, en fait, c'est des pourcentages relativement faibles, mais avec des effets de levier importants, et je vais y revenir. Et les liquidités, comme c'est un fonds UCITS, je ne peux pas avoir plus de 50% de liquidités en direct, mais je peux acheter des bons de trésor à court terme. Donc, théoriquement, je peux aller plus haut. Le biais action, tout d'abord, je parlais tout à l'heure de l'environnement économique en faisant le focus sur les 2 points, croissance et inflation. Et finalement, si on se base uniquement sur ces 2 points, il ne peut y avoir que 4 scénarios possibles. Un scénario de croissance positive et d'inflation maîtrisée, c'est le 4 là. Croissance positive, inflation élevée, ou alors croissance négative, ou en tout cas très faible, inflation maîtrisée et croissance négative, inflation élevée. Et en fait, ces environnements, finalement, c'est des environnements structurels qui ne changent pas du jour au lendemain ou d'un trimestre à l'autre. C'est généralement des environnements qui restent valables pendant quelques années. Et je dirais depuis 10 ans, depuis la crise financière, on est clairement dans l'environnement 4. On avait une croissance positive, même si elle n'était pas extrêmement, je l'ai montré tout à l'heure, la croissance était modérée, mais elle était positive et l'inflation était maîtrisée. Et historiquement et logiquement, ça plaît en fait pour les actions. Et je dirais aujourd'hui, et même si on a plus de doutes aujourd'hui, mais pour l'instant, notre scénario de travail, c'est qu'on reste encore dans ce cadran 4. Donc, c'est qui explique quelque part aussi le biais action. Mais il y a bien sûr aussi clairement, il faut le dire aussi clairement, il y a le manque d'alternatives aussi aux actions. Comment alors ça se passe au niveau des actions? Donc, ici, à nouveau, c'est quelque chose qui vaut pour le portefeuille action du fonds flexible, mais ça vaut pour tous nos fonds actions. Donc, en fait, notre approche au niveau des actions, c'est en fait d'investir que dans des sociétés de qualité à des prix raisonnables. Donc, ça peut paraître une phrase un peu simpliste, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, entreprise de qualité? Entreprise de qualité, c'est en fait une entreprise, pour nous, qui a quelque chose qui lui permet de se distinguer de ses concurrents. Parce que généralement, dans une économie de marché, lorsqu'une entreprise a des marges trop élevées, il y a la concurrence qui arrive et ensuite les marges baissent. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette à justement d'éviter que la concurrence arrive. Dans notre jargon, on parle souvent d'un avantage compétitif, une marque, une technologie, un réseau de distribution. Et si la société a ça et si elle utilise cet avantage à bon escient, alors effectivement, elle est capable d'avoir des marges plus élevées, un rendement sur fonds propres, une rentabilité plus élevée, générer plus de cash flow, s'autofinancer, donc elle n'a pas besoin de s'endetter, donc un bilan plus solide, et donc d'une manière générale, elle est dans un cercle vertueux. Et donc c'est uniquement dans ce genre de société qu'on veut investir, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, ou en Amérique latine. Donc c'est toujours cette idée de qualité qui nous guide dans le choix de nos valeurs. Et on va le voir maintenant, ça entraîne des biais sectoriels très importants. Le deuxième élément, je l'ai dit tout à l'heure, donc le volet ESG. Donc en 2017, en tant que société de gestion, on a signé les principes des Nations Unies sur l'investissement responsable. Et depuis lors, on
on essaie de mettre les choses en place et à les développer. On travaille avec un fournisseur qui est MSCI ESG et donc qui nous donne leur screening, etc. Donc, avant l'investissement, il y a comme exclusion, il y a essentiellement les armes controversées. Il y a un screening des controverses, donc sur MSCI flag les sociétés en rouge, jaune, orange, vert. Donc rouge c'est mauvais, donc a priori on peut pas les acheter, etc. Ensuite, durant l'analyse, dans notre modèle de valorisation, le facteur ESG est pris en compte. Donc les sociétés qui ont un très bon rating au niveau ESG, on leur applique un coût du capital moins élevé, et les sociétés qui ont un mauvais rating, un coût du capital plus élevé. Et après l'investissement, il y a le proxy voting, il y a le suivi des controverses, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui de plus en plus aussi chez nous est pris en compte. Pour revenir à mes sociétés de qualité et mes avantages compétitifs, donc ici, un peu de manière un peu simple, on a illustré quelques avantages compétitifs, des actifs intangibles, et on a mis ce que ça veut dire, ça peut être une marque, etc. Et on a mis un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés qui se trouvent depuis longtemps dans le portefeuille. Et là, juste, par exemple, c'est le genre de fiche aussi qu'on produit. Alors, avec en haut à droite cette toile d'araignée qui est censée, bien sûr, c'est subjectif, mais où le gestionnaire est censé lui-même indiquer où il voit l'avantage compétitif de la société. Ensuite, il y a le deuxième, je disais, société de qualité à des prix raisonnables. Donc, à des prix raisonnables veut dire valorisation. Donc, on a notre modèle de valorisation pour toutes les sociétés qu'on a en portefeuille. Et ce modèle de valorisation, justement, l'idée, c'est on arrive à une sorte de valeur intrinsèque de la société. Et cette valeur intrinsèque de la société, je vais vous épargner tous les détails, cette valeur intrinsèque de la société, on la compare alors au prix de l'action. La valeur intrinsèque, finalement, évolue peu. On la met à jour, bien sûr, à chaque fois après les résultats ou lorsqu'il y a quelque chose vraiment de spécial qui est arrivé, mais la valeur intrinsèque est relativement stable. Et dans les bonnes sociétés, les sociétés de qualité, elle a tendance à augmenter sur le long terme. Par contre, le prix de l'action fluctue tous les jours. De temps en temps, il est au-dessus de la valeur intrinsèque, alors c'est peut-être pas le moment d'acheter. Mais par moment, il est en dessous de la valeur intrinsèque, et alors c'est peut-être un bon moment pour acheter. Donc ça, c'est vraiment ces deux composantes, qualité, valorisation, qui sont extrêmement importantes. Et je parlais tout à l'heure des biais sectoriels. Ces biais sectoriels ont fait, enfin, cette approche qualité-valorisation a fait qu'il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels on a tendance à ne jamais investir. Vous les trouvez là plutôt à droite. Donc, c'est banque, assurance. Là, c'est surtout le fait qu'on ne sait pas les valoriser. Les autres secteurs, c'est parce que dans ces secteurs, on a du mal à trouver des sociétés qui ont vraiment des avantages compétitifs durables. Donc, si on prend les télécommunications, nous-mêmes, en tant que clients, ou les compagnies aériennes, on cherche le prix le moins élevé. A priori, c'est difficile sinon d'avoir vraiment un avantage compétitif extrêmement durable là-dedans. Donc, typiquement, c'est des secteurs qu'on pourrait appeler des price takers. Donc, elles peuvent pas elles-mêmes, les sociétés dans ces secteurs ne peuvent pas elles-mêmes fixer les prix. Le prix leur est imposé et elles n'ont qu'à s'adapter. Nous, on préfère les price makers qui sont plutôt à gauche. Donc, c'est des secteurs comme la consommation de base, donc les Unilever, Nestlé, la consommation cyclique, donc les LVMH, l'industrie, la santé et la technologie. C'est typiquement là où vous trouvez nos investissements. Et à nouveau, ça vaut pour le flexible, mais ça vaut pour tous nos fonds actions. Et ça vaut aussi bien pour toutes les régions, donc pour le Japon, ça vaut aussi pour les grandes capitalisations, aussi bien que pour les petites capitalisations. Et ça, il faut le savoir, parce qu'il y a, comme à l'heure actuelle, on parle beaucoup de cette distinction que moi, je n'aime pas tellement, mais le marché l'utilise souvent entre growth value et value, c'est souvent les secteurs à droite. Et de temps en temps, il y a des rebonds du value comme à l'heure actuelle. Lorsqu'il y a un rebond du value comme à l'heure actuelle, nos fonds actions ont tendance à sous-performer parce qu'on n'est pas dedans. Et ça, il faut l'accepter lorsqu'on achète nos fonds. Au niveau obligation, je disais tout à l'heure, donc le principe, c'est de ne pas consacrer tout d'abord, il n'y a que des emprunts d'État. Deuxième, parce que justement, c'est censé protéger. Et deuxième élément à noter, c'est que donc le pourcentage qu'on consacre à cette classe d'actifs est faible, entre 5 et 15, parce que justement les taux sont très faibles. Mais on aimerait que lorsqu'on a besoin de cette classe d'actifs, elle puisse quand même un peu faire la différence et vraiment protéger le portefeuille à la baisse. C'est pour ça que on a
cette idée d'un effet de levier qu'on a ici dans la classe obligataire en achetant que des obligations à très longue duration. Donc, concrètement, c'est des emprunts d'État américains à 30 ans. L'idée là-dedans, c'est que lorsque, par exemple, dans une situation où le marché a peur d'une décélération de l'économie, les taux ont tendance à baisser, les actions pourraient souffrir. Mais si les taux baissent, mais qu'on a des obligations à 3 ans, ça ne va pas avoir un grand impact sur le cours de cette obligation. Par contre, une baisse des taux, lorsqu'on a des taux, des obligations à 30 ans, l'effet sur le cours de l'obligation est relativement important. Et vous le voyez là, par exemple, là, j'ai pris le taux à 30 ans. Il est aujourd'hui, c'est la ligne 0 à environ 1,70. Donc, si le taux à 30 ans devait baisser de 25 points de base, 50 points de base, par exemple, la ligne 50 points de base, ici, c'est sur un an, le cours de l'obligation s'apprécierait de 14%. Et si cette baisse de 50 points de base, c'est qui alors généralement le cas, s'effectue sur un horizon beaucoup plus court, disons 3 mois, alors l'impact sur le cours de l'obligation serait encore amplifié et approcherait plutôt les 30 à 40%. Donc de ce point de vue, c'est un peu ça ce qu'il faut voir dans pourquoi on a ces obligations, mais pourquoi on leur consacre uniquement un pourcentage faible, parce que fondamentalement, la classe d'actifs n'est pas attrayante, mais avec une duration élevée pour qu'elle puisse faire la différence le cas échéant. Métaux précieux, donc c'est un peu la même idée. Donc c'est l'idée, l'or est volatile, donc on ne veut pas avoir soudainement 50% en or, donc c'est entre 5 et 15. Mais à nouveau, c'est cette idée de dire lorsque peut-être les actions chutent à cause de craintes géopolitiques ou autres, que l'or monte. Mais si l'or monte à ce moment-là, les actions chutent de 20% et l'or monte de 3% et qu'on a 15% en or, ça ne va pas vraiment faire une grande différence. C'est pour ça que là aussi, on cherche un effet de levier, quelque chose qui amplifie les mouvements du cours de l'or. Et c'est pour ça qu'on n'investit pas dans l'or papier, mais dans les entreprises orifères qui ont tendance à amplifier les mouvements du cours de l'or. Donc, à nouveau, c'est la même idée, pourcentage pas trop élevé, mais effet de levier. Et là aussi, qui dit entreprise orifère, quand je parlais tout à l'heure de socialement responsable, ESG, donc là, on a une approche best in class, donc même pour cette poche du portefeuille, le côté ESG a un rôle à jouer. Et ici, juste une petite illustration de tout ça. Donc, si vous vous rappelez, 2018 avait été une mauvaise année pour les actions et surtout le 4e trimestre et surtout le dernier mois finalement de l'année. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est l'évolution du 4e trimestre 2018. Le beige, c'est le fond et le noir, c'est l'indice mondial action. Et vous voyez surtout la forte baisse, je dirais, entre fin novembre et jusqu'à Noël plus ou moins, où le fonds, finalement, malgré le fait qu'il avait plus ou moins 70% en actions, n'a pratiquement rien perdu. Et pourquoi à ce moment-là, il n'a rien perdu? C'est que, sur la même période, alors les obligations que vous avez là maintenant en beige, le cours des obligations avait monté, donc ça avait déjà aidé à limiter la baisse. Ensuite, il y avait les entreprises orifères qui ont fortement monté, qui sur le trimestre ont fait 15%. Donc, à nouveau, ça a aidé à limiter la baisse. Ensuite, il y avait, je ne vais pas maintenant en graphique, mais des devises comme le franc suisse et le yen qui se sont appréciés, qui font quand même ensemble aussi quelques 25% du fonds. Donc, ça aussi, ça a aidé à limiter la baisse. Et donc, c'est vraiment toujours cette idée de créer un portefeuille équilibré en mettant différentes classes d'actifs souvent négativement corrélées ensemble pour avoir un fonds qui puisse bien sûr générer une performance sur le moyen terme correcte, mais aussi limiter les baisses dans des moments difficiles. Donc ça, c'est vraiment le principe même du fonds. Donc ici, donc pour clôturer, donc ici vous avez donc les données opérationnelles. Donc il y a différentes parts retail, institutionnelles, etc. Mais peut-être plus intéressant. Donc ici, l'allocation d'actifs à l'heure actuelle. Donc on a 77,5% d'actions. On a 3% uniquement en obligations. Et à nouveau, c'est parce que les obligations sont, les taux cette année-ci, le taux à 30 ans américain jusqu'à récemment avait encore une fois fortement baissé. Donc il a tenu son rôle. Mais au fur et à mesure, bien sûr, que les taux ont baissé, le cours des obligations se sont appréciés et on a pris nos bénéfices. Si les taux maintenant devaient monter un peu, le cours baisserait, on pourrait augmenter ce pourcentage, mais on n'y est pas encore. Les entreprises orifères représentent 14,5, donc à nouveau, clairement, c'est des actions, mais on ne les met pas dans les actions parce que ça donnerait en fait
elles répondent à une toute autre logique. Si on ajoutait ces 14,5 au 77,5, on aurait un pourcentage action de 92%, alors que les 14,5 sont censés justement protéger contre le risque des 77,5. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble, même si les deux, clairement, c'est des actions en termes de forme de placement. Et on a 5% de cash. On avait commencé l'année avec 30% de cash. On a utilisé pas mal de notre cash lors de la baisse, donc en mars, avril. Par contre, ce qu'on faisait à ce moment-là aussi, c'est qu'on protégeait un peu contre les risques actions en couvrant une partie du risque, en vendant des futurs, parce que le rebond a été tellement fort et parce que les incertitudes restaient. Donc, ça nous, de ce point de vue, on n'a pas pleinement pu profiter du rebond des marchés. Et ce n'est que depuis quelques semaines qu'on a fermé toutes les couvertures. Au niveau donc régional, donc vous avez les différentes régions qui sont représentées dans le fonds, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Asie hors Japon et l'Amérique latine. Au niveau allocation de devises, donc clairement le fonds est exprimé en euros, la monnaie de performance de référence c'est l'euro, mais on n'a qu'environ 13,1% en euros parce que justement la partie obligataire il n'y a pas d'euros, la partie or il n'y a pas d'euros. Donc pour augmenter un peu le pourcentage de l'euro dans le fonds, parce que l'euro est quand même sa monnaie de référence, on couvre une partie des dollars. Et en couvrant une partie des dollars, on arrive au moins à un pourcentage euro d'environ 25%. Ensuite, vous avez des devises comme le yen, comme je disais tout à l'heure, ou le franc suisse, qui sont importants, mais qui sont importants dans la construction même du fonds. Donc, ça ne servirait à rien de les couvrir. Et les autres monnaies. Mais à nouveau, lorsqu'on couvre une monnaie, c'est généralement le dollar. Et ici, justement, ce que je disais tout à l'heure en rapport avec ces biais sectoriels, donc vous avez en noir l'indice mondial et en beige le fonds. Et donc, vous voyez que, par exemple, dans les financières, on n'a rien, alors que l'indice est à 13,5%. Dans les pétrolières, l'énergie, on n'a rien. Real estate utilities, on n'a pratiquement rien. Mais de l'autre côté, les barres plus élevées pour le fonds, c'est la consommation, ici surtout la consommation de base, la santé, la technologie et l'industrie, materials et industrials, on devrait en fait les mettre ensemble. Donc ça, c'est vraiment, et à nouveau, ce genre je dirais, d'allocation sectorielle, ces graphiques ressemblent aux graphiques de pratiquement tous nos fonds actions. Juste au niveau performance, donc là, vous avez la performance. Bon, on me dit souvent quel est votre indice de référence, et je réponds souvent qu'il n'y en a pas vraiment. À l'époque, on disait, on essaye de faire mieux qu'un placement monétaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut encore dire avec des taux qui sont à zéro? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir une performance réelle, un rendement réel correct sur le moyen terme, avec une volatilité contrôlée. Je sais que ça reste un peu vague, mais c'est ça finalement l'idée. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde la performance, on met le fonds en rapport avec sa classe d'actifs, l'hyper. On montre aussi ce qu'ont fait les obligations, c'est le JP Morgan MU, donc les emprunts d'État de la zone euro, la MSCI World. Mais à nouveau, donc, il n'y a pas vraiment d'indice de référence très clair pour le fonds. Donc ça, c'est la même chose les différentes années calendrières. Ici, tout ça sur le long terme. Et ici, finalement, un dernier slide peut-être que je vais commenter, et à nouveau, ça ressemble à beaucoup de nos fonds. Donc, en fait, là, vous avez sur l'axe horizontal, vous avez la volatilité. Donc, plus vous êtes à droite, plus le fonds est volatile. À gauche, il est peu volatile. Et l'axe vertical, c'est la performance. Donc, idéalement, on aimerait bien que le fonds s'installe en haut à gauche, c'est-à-dire relativement peu volatile et avec un rendement relativement élevé, surtout par rapport à ses concurrents. Et le fonds a plus ou moins réussi à le faire. Et à nouveau, finalement ce genre d'idée, donc d'avoir un rendement au-dessus de la moyenne avec une volatilité en dessous de la moyenne qui caractérise finalement tous nos fonds. Voilà, c'est la clôture en fait ma présentation. Merci Guy. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait, ça a été très très complet. Que rajouter peut-être aux gens qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions via le chat s'ils en ont. En attendant, et je sais combien vous êtes modeste, Guy, est-ce qu'on pourrait revenir très brièvement sur les performances et juste essayer de comprendre une question, c'est finalement quand un investisseur
décide de placer à la BLI, Banque de Luxembourg Investment, le process de gestion, quel que soit le fonds, action ou flexible, le process de gestion va être le même. On a bien compris en fait qu'il y avait un volet qualité et un volet valorisation. Et est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus dessus, Guy, si ça vous embête pas, Oui, en termes oui, de... donc, Oui, on oui, vous écoute. non, donc, effectivement, c'est un processus. Donc, déjà, la première chose, c'est que, aussi, c'est que, je dirais, ce qui nous caractérise, si on peut le dire comme ça, c'est un peu la simplicité et le bon sens, en ce sens que on ne veut pas investir déjà dans des choses qu'on ne comprend pas, et on ne veut pas investir dans des choses qu'on ne sait pas valoriser. Mhm. Et au niveau de la qualité, lorsque je parle de ces sociétés, c'est tout simplement surtout si on estime des investisseurs à long terme, il y a clairement des secteurs qui ne créent pas beaucoup de valeur pour leurs actionnaires. C'est C'est des secteurs. le secteur value, même si on n'aime pas beaucoup parler de value vs croissance, mais en fait c'est un peu la conséquence de ce modèle de valorisation et de process d'investissement, c'est qu'au final, on a bien vu les secteurs sur lesquels vous n'êtes pas présent, ben, on regarde, on voit le marché automobile, on voit la finance, etc. etc. Et en fait, c'est vraiment la conséquence de ce process de gestion-là, hein. C'est la conséquence de ce processus de gestion et c'est effectivement important parce que c'est clairement quelque chose dont il faut être conscient lorsque on investit avec nous, en tout cas au niveau des actions. C'est qu'effectivement, dans ce genre de secteur, on a tendance à ne pas être du tout. Là, par exemple, depuis 2 mois ou un mois, on voit bien sûr le rebond des cours des valeurs bancaires ou pétrolières, etc. Et dans ces phases-là, bien sûr, en relatif, nos fonds sous-performent parce qu'on n'est pas et on ne sera pas dans ces secteurs-là. D'accord. Euh, Parce qu'on pense que ces secteurs-là, il y a moyen de faire de l'argent, mais il faut avoir un très bon timing, il faut entrer à temps, il faut sortir à temps. Nous, on préfère être dans des secteurs où il ne faut pas se poser nécessairement ces questions-là. Pour SAP ou LVMH, on est depuis 30 ans pratiquement dedans. De temps en temps, lorsque ces valeurs nous semblent un peu trop chères, on ajuste leur pondération, mais on n'a pas à se poser la question est-ce qu'il faut maintenant sortir parce que le titre risque de baisser de 50%, etc. Oui, Et donc, c'est simplement qu'on n'estime pas être bon dans le market timing, donc on préfère s'abstenir. oui, et du coup, on s'oriente vers des valeurs. Moi, j'ai bien aimé l'expression price maker, en fait. Ça résume tout à fait en fait, le processus d'investissement. Guy, si vous voulez bien, on a une question sur le niveau d'action aujourd'hui dans le fonds, 77%. Je sais que la question est un peu difficile, mais sur court, moyen terme, moi, si je comprends bien, ça n'aura pas forcément tendance à beaucoup évoluer. Vous me dites si je me trompe. Oui, bah, disons le 77, aujourd'hui, il peut paraître élevé parce que si on revient sur l'année, donc comme je disais, on avait commencé l'année avec 30% de cash. On a utilisé partie du cash, donc ça avait en mars, donc ça avait augmenté notre pourcentage action à environ 70%, mais à ce moment-là, avec toutes les incertitudes qui restaient et comme le rebond était relativement important, on a quand même couvert 20% de ces actions en vendant des futurs sur indice. Donc, de ces 70% bruts, net, on était plutôt à 45-50%. Et lorsqu'on a arrêté ces couvertures il y a quelques semaines, parce que justement, ces couvertures, à ce moment-là, on pensait qu'elles devenaient trop dangereuses parce que lorsque nous, on couvre, qu'on vend les indices, indirectement, on est short tous les secteurs value, les banques, etc. Et lorsque celles-ci rebondissent, bien sûr, ça peut nous pénaliser. Et donc, lorsque il y a environ 6 semaines, il s'est avéré qu'on aurait quand même ce risque d'un rebond value. On a préféré arrêter toutes les couvertures et donc mathématiquement, directement, on est passé de 50 à plus de 70%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et on n'a pas eu la nécessité nécessairement, étant donné avec le genre de valeurs qu'on a en portefeuille, de les réduire fortement. On a compté aussi un peu sur l'effet saisonnier, tout ça. On s'est dit avec l'issue des élections présidentielles, les premières nouvelles sur le vaccin, on pouvait se permettre d'avoir une allocation action un peu plus élevée. Et on l'a toujours, mais sachant que
ça paraît toujours, il faut bien voir dans les 70% actions, et même si les actions ont plutôt monté ces derniers temps, les marchés, il y a là-dedans, par exemple, certaines sociétés de qualité, comme Nestlé, prenons un exemple tout concret, qui a baissé alors que les marchés ont monté. Donc, il y a beaucoup de défensifs là-dedans. Il y a moins participé au rallye, et donc c'est pas 70% de valeurs très risquées. Il y a beaucoup de défensifs là-dedans. Pour l'instant, on le garde. Et il faut dire, de toute façon, moi j'ai commencé en 86 et finalement, mon expérience, c'est de dire que fondamentalement, les actions sont finalement influencées par deux facteurs, les taux d'intérêt et les bénéfices des entreprises. Bon, si on regarde ces facteurs, les taux d'intérêt, mon hypothèse travaille à nouveau dans ce marché, il faut rester humble et se remettre en question tout le temps et remettre en question ses hypothèses travail. Mais mon impression aujourd'hui, c'est que les taux ne vont pas remonter, en tout cas pas durablement, il peut de temps en temps y avoir quelques tensions. Donc de ce côté-là, ça reste un élément favorable aux actions. Bénéfices, c'est plus délicat et bien sûr la chute cette année-ci en mars, c'était justement la chute des bénéfices et la crainte sur l'évolution des bénéfices. Et effectivement, les bénéfices, c'est plus délicat, surtout avec les problèmes structurels qu'on a dans l'économie. Et là aussi, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'après cette année difficile, que les bénéfices l'année prochaine vont chuter par rapport à cette année-ci. Au contraire, avec éventuellement vaccin, ça peut rebondir. Donc, ces deux facteurs, a priori, restent, disons, certainement pas rouges pour les actions. On peut dire qu'ils sont verts ou éventuellement un peu orange. Et donc, de ce point de vue, pour moi, ça justifie qu'on garde un pourcentage d'actions relativement élevé. Très bien. Alors, avant de se quitter, Guy, peut-être un dernier mot sur l'or et les sociétés minières aurifères. Je sais que vous en avez en portefeuille. C'est très volatile. Enfin, le sous-jacent de l'or est très volatile. Cette année, on a connu des niveaux assez hauts avant de retomber un petit peu. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15% sur les matériaux précieux. Un petit mot sur l'or, Guy. Le point de vue en ce moment sur l'or, quelle est la part de contribution de performance sur le fond? Ben, je dirais effectivement l'or, l'idée de l'or, d'investir dans l'or, c'était cette idée de protection contre les risques actions, que ce soit pour des raisons géopolitiques, inflation ou autre chose. Mais pendant longtemps, ce 5 à 15% qu'on met en or, on l'a géré de manière à compte courant. Donc, on a dit, lorsque l'or, comme on pensait qu'il n'y avait pas de tendance très claire sur l'or, on a dit, si l'or monte, on va plutôt profiter pour prendre des bénéfices. Si l'or baisse, on va racheter. Il y a un an environ, on a dit, maintenant, on pense qu'il y a une tendance très claire sur l'or et elle est aussi à la hausse. Donc, maintenant, on ne va plus retourner à 5% or, on va plutôt rester proche de ces 15%. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'on pense qu'il y a une tendance fondamentalement haussière? Parce que justement, la corrélation la plus étroite, c'est l'or là avec les taux réels. C'est pas avec le dollar ou autre chose, c'est les taux réels. Donc les taux d'intérêt ajustés pour l'inflation. Les taux réels n'ont fait que baisser et on a l'impression qu'on est clairement dans un environnement où les taux réels ne vont pas monter et devraient au contraire encore baisser. Ça, a priori, historiquement, et c'est très favorable à l'or. Alors, on peut encore ajouter d'autres éléments positifs que, comme les tensions géopolitiques, le risque d'inflation peut-être à moyen terme. L'offre demande aussi sur l'or. Les entreprises ont peu investi ces dernières années, donc l'offre ne pourra pas beaucoup monter. La demande, lorsqu'elle est là, donc le prix monte. Donc, fondamentalement, on pense aujourd'hui que l'or est volatile, mais dans une tendance haussière. C'est pour ça qu'on est plutôt resté dans le haut de la fourchette des 5 à 15. Et les entreprises aurifères, bon, il faut être conscient, effectivement, vous l'avez dit, elles sont volatiles. Donc, il faut accepter ça, c'est le prix à payer quelque part. Deux, c'est que c'est un secteur aussi qui a plutôt par le passé détruit de la valeur pour leurs actionnaires que créé de la valeur. Donc, dès que l'or montait, les sociétés se sont mis à faire des conneries, disons, appelons ça comme ça, et donc ça a généralement été au détriment de leurs actionnaires. Donc, il faut être extrêmement sélectif au niveau des sociétés, donc déjà au niveau du track record du management. Il faut être sélectif au niveau du risque géopolitique. Donc, nos entreprises aurifères ont leurs réserves d'or dans des pays géopolitiquement stables, essentiellement en Amérique du Nord. C'est très important.
Donc, il faut être extrêmement sélectif, mais il faut aussi être conscient que l'or aujourd'hui, il est à plus de 1 800 $ l'once, il était à presque 2000, donc il a un peu baissé, mais même à 1 500 $ l'once, ces sociétés sont extrêmement rentables. Le free cash flow est extrêmement élevé. Donc, ce n'est pas comme si ces sociétés avaient besoin d'un cours de l'or qui ne fait que monter, même à ces environs. Et même si le cours de l'or devait baisser de 10%, bien sûr, à court terme, leur cours baisserait, mais fondamentalement, ces sociétés resteraient très rentables. Par exemple, les producteurs, donc les deux grands producteurs qu'on a en portefeuille, Newmont et Agnico Eagle au Canada, ces sociétés ont augmenté leurs dividendes de 50%. Et donc, le free cash flow est vraiment très, très important. Et donc, c'est ça un peu l'élément, mais vous l'avez bien noté et on l'a vu à nouveau ces dernières semaines, c'est un secteur, les actions peuvent être volatiles, mais les actions des orifères peuvent être très volatiles. Donc, ça, il faut l'accepter ou alors ne pas investir dedans. Nous, on a fait le choix de dire on accepte cette volatilité. À court terme, de temps en temps, ça peut faire un peu mal, mais on pense que ça vaut la peine sur le moyen et long terme. Merci Guy, mille merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et puis je le Avec rappelle, plaisir. avec ce fonds BL Global flexible, on a bien compris le process d'investissement. On a bien aussi compris qu'il y avait une approche ESG, c'est plutôt très important. Mille merci Guy. Et puis quant à moi, Merci à vous. je vous retrouve pour un prochain webinaire la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Voilà.